Dans le cadre de la présentation que je vais vous faire dans les prochaines minutes, je vais effectivement discuter de fonctionnement de la procédure civile, du formulaire, et regarder d'une certaine façon comment le formulaire s'intègre ou comment il vit dans l'environnement judiciaire tel qu'on le connaît actuellement et comment on réfléchit au travail avec ce formulaire-là. Pour faire un lien avec une présentation qu'on a entendue ce matin, la première chose que j'ai faite en regardant mon code de procédure civile, en cherchant des formulaires, ça a été de me demander comment il était désigné dans le code de procédure civile. Le terme formule, qu'on a entendu plusieurs fois ce matin, demeure encore à une seule reprise dans le cadre de ce qui est applicable, c'est-à-dire qu'il va rester dans une convention relative à la signification et à la notification à l'étranger d'actes judiciaires, une convention qui date de 1965. Le terme formule a été par ailleurs retiré du Code actuel. On aurait pu s'attendre à retrouver à la place le terme formulaire. Par contre, quand on fait l'analyse de l'emploi du mot formulaire dans le Code de procédure civile du Québec le plus récent, on se rend compte qu'il a effectivement une portée fortement dépendante du contexte dans lequel il est employé. En ce sens, il désigne, si on regarde les articles 108, 443 à 448, toujours le même formulaire qui est rédigé ou qui est fait pour fixer des pensions alimentaires pour les enfants et qui sera joint aux demandes de pensions alimentaires présentées autrement. Le seul autre endroit où on parle de formulaire, c'est à l'article 543, où il est employé pour rappeler qu'un greffier peut venir en aide aux parties en matière de petites créances quand elles doivent remplir un acte de procédure ou un formulaire mis à leur disposition. C'est donc le terme « modèle » qui a été retenu à l'intérieur du Code de procédure civile pour compléter la notion dont on parle actuellement quand on désigne un formulaire. Donc, effectivement, ce sont des modèles qu'on propose à l'intérieur ou qu'on désigne à l'intérieur du Code de procédure civile, et on reparlera un peu plus tard de ce qui se passe quand on arrive devant les tribunaux. Dans le cadre du Code de procédure civile ou de la procédure civile en général, on pourrait identifier deux types de modèles qui vont être présents, c'est-à-dire ceux qui vont être désignés à l'intérieur même des articles du Code et qui sont fournis par le ministère de la Justice, donc ceux qui sont prévus par l'ensemble de la loi. Ces modèles particuliers vont se composer de parties obligatoires, elles sont souvent uniformisées, et d'espaces plus ou moins restreints, d'une taille plus ou moins importante selon le cas, où justement on va remplir les espaces laissés en blanc pour adapter au dossier qu'on veut présenter, le modèle qui est proposé là. Les modèles qui sont employés, ce sont des modèles, par exemple, de l'avis de notification publique. C'est aussi le modèle de l'avis d'assignation qu'on va retrouver, le modèle de la déclaration d'exécution de la mission de l'expert qui va s'ajouter à son rapport, le modèle effectivement de la citation à comparaître, un autre document qui est uniforme, ou encore l'avis qui expose au défendeur en matière de petites créances les options dont il ou elle dispose selon le cas pour répondre à la demande qui a été formulée contre lui et qui est envoyée par l'huissier avec la demande en tant que telle. Nouveau venu depuis 2020, on retrouve aussi désormais un modèle obligatoire pour un certificat du tribunal afin de citer à comparaître un témoin qui demeure dans une autre province ou un autre territoire du Canada. Donc, c'est l'article 497 tel qu'il a été modifié. Mais en matière judiciaire, le recours à des documents dont la forme est prédéfinie ne va pas s'arrêter là. Il y a de nombreux actes qu'on peut retrouver qui vont être encadrés par des exigences de forme, voire des modèles, parfois définis par le ministère de la Justice, encadrés par les règlements de procédure des tribunaux, par des directives, etc. Sans en présenter une recension exhaustive ou même divisée par tribunal pour des raisons de temps, je vais plutôt les diviser en certaines catégories et vous mentionner quelques exemples illustratifs. Donc, dans un premier temps, certains de ces formulaires-là vont être
des modèles, donc l'emploi de termes formulaires ou modèles est assez disparate selon les différents endroits où on choisit de les regarder, mais ils sont conceptuellement proches des différents formulaires qui sont jusqu'ici mentionnés dans les articles du Code de procédure civile. Donc, ceux-ci n'ont pas été prévus spécifiquement à l'intérieur d'un article, mais ils répondent aux mêmes exigences, c'est-à-dire qu'on pense à des avis de présentation. On les mentionne dans le Code, mais contrairement aux autres formulaires qui sont présentés avec le Code, on n'exige pas qu'ils aient été fournis sous la forme présentée par le ministère de la Justice. On voit également différents formulaires de calcul. Par exemple, pour établir un patrimoine familial, on pense à des avis pour la gestion de l'instance, etc. Donc, on a cette catégorie de formulaires sur laquelle on va discuter un petit peu plus tard, mais il en existe une seconde, plus difficile, disons, à qualifier, et qui va venir recouper des modèles et des formulaires qui ont une fonction complètement différente. Ce sont des demandes pour instruction et jugement, des demandes conjointes de conférence à l'amiable, des requêtes en rejet d'appel, mais également des demandes en divorce, des déclarations d'appel, des protocoles de l'instance. Ils sont plus ou moins détaillés, plus ou moins importants aussi, beaucoup plus longs généralement que la précédente catégorie. Certains sont optionnels et à ce moment-là, ça va être indiqué sur les lieux où on peut se procurer les différents formulaires, alors que d'autres vont être considérés comme étant obligatoires, même s'ils n'ont pas été spécifiquement prévus directement dans le Code de procédure civile. Donc, dans la prochaine section, on va regarder un petit peu comment ces éléments-là jouent un rôle, ont un impact d'intégration, disons, avec le processus judiciaire défini par le Code et par les tribunaux. Si on veut, c'est un survol environnemental qu'on va faire et par la suite, on va s'arrêter à un modèle d'un acte pour mettre sur pied quelques réflexions qui est le protocole de l'instance. Quand on a divisé nos formulaires tout à l'heure, je vous ai dit, il y a deux formes de catégories qu'on pourrait créer. La première division, ce n'est pas une division qui est aléatoire, c'est-à-dire que les formulaires qui composent cette catégorie-là sont similaires à ceux dont le développement est prévu dans le Code et ils se présentent en réalité avec des caractéristiques communes, c'est-à-dire qu'ils sont des actes où les parties n'exposent pas leurs prétentions. Ils accompagnent généralement ces actes-là, même si ils résument parfois des informations qui se trouvent dans un acte plus général, comme une demande introductive d'instance, qui est accompagnée de l'avis d'assignation. L'avis d'assignation, lui, est standardisé, prévu. Techniquement, la demande introductive d'instance ne l'est pas. De la même façon, ces documents-là vont présenter parfois aux personnes soit ces informations dont on parlait qu'ils doivent connaître, soit pour effectuer un choix en matière de procédure, pour connaître certaines exigences liées, par exemple, à une comparution au tribunal, connaître leurs droits ou leurs devoirs à titre de personnes impliquées dans le système judiciaire, etc. Donc, dans le cadre des formulaires prévus par le Code, c'est en gros ce que semble régir ces différents formulaires. Pour les formulaires non expressément prévus par le Code, mais qui entrent dans la même logique, plusieurs sont axés effectivement sur l'information des parties ou encore la présentation de calculs dont les parties doivent être informées pour poursuivre leur travail auprès du fonctionnement de leur dossier. En un mot, ils ont pour but soit alternativement de renseigner les parties, de les mettre à même, de comprendre le fonctionnement du processus judiciaire, mais aussi, en les standardisant, de permettre un meilleur suivi de la façon dont les parties ont été informées. Savent-elles qu'elles doivent répondre à la demande introductive d'instance? Oui, la mention est prévue à l'intérieur de l'avis d'assignation que la personne est bien sûr tenue de lire. Ce n'est pas innocent lorsqu'on regarde le Code de procédure civile et que l'on voit que la signification de la demande introductive d'instance et de l'avis d'assignation est obligatoire. Lorsqu'on lit l'article, on se rend compte que ce qui est directement visé par la signification, même s'ils sont signifiés ensemble, c'est l'avis d'assignation et non pas spécifiquement, selon le texte, la demande introductive d'instance. Donc,
permet cette information, on s'assure de cette information-là, on fait un suivi, on facilite une supervision et de ce fait même, on vient supporter, servir la proportionnalité en réduisant la charge et de rédaction en principe des parties et évidemment de ceux qui vont les lire, à savoir non pas, oui, la partie adverse, mais surtout le greffe, les tribunaux qui vont devoir s'assurer que ces documents ont été transmis ou pouvoir le vérifier rapidement. Ce n'est pas une approche, évidemment, qui est nouvelle dans le cadre du Code de procédure civile. Si on regarde le Code de procédure civile de 1867 à titre d'illustration, on considère, quand on regarde les formules, qu'elles vont viser le même type d'acte, à savoir des affidavits, à savoir des brefs, à savoir des formules d'experts promettant de donner justement une opinion impartiale. Donc, on est dans une logique qui a 150 ans et qui continue de fonctionner avec la procédure civile. Donc, on peut parler d'une forme de systématisation d'aspects informationnels, d'aspects pratiques à l'intérieur d'un dossier et qui vont, à titre de document à toute fin pratique sérielle, décupler la possibilité de comparer les informations, de les faire ressortir, de les contrôler et en même temps, puisqu'on crée cette uniformisation, on va voir aussi plus facilement apparaître les caractéristiques particulières qui vont ressortir donc du fonctionnement avec un document sériel. La seconde catégorie d'actes qu'on a désignée présente un sujet différent, c'est-à-dire qu'elle va regarder l'organisation particulière du dossier ou encore l'articulation même des faits à l'intérieur de celui-ci, des différentes demandes, des réponses, des prétentions des parties qu'elles veulent présenter. Donc, ce sont des actes beaucoup plus individuels, beaucoup plus personnels aux différents dossiers qui vont être présentés. Donc, il est important d'envisager ici cet aspect des formules et des formulaires dans cette perspective-là, en ce sens que ces différents actes, comme à l'époque d'ailleurs, qu'on va appeler des demandes introductives d'instance ou ceux qui l'ont précédé, des déclarations d'appel, des mémoires, ont toujours eu un certain nombre de caractéristiques communes qui ont été adoptées, disons, de manière plus ou moins informelle. Lorsque, en sciences humaines, on utilise ces informations qui ressortent de ces différents types d'actes, on peut faire une critique de source et parmi celles-ci, on va généralement soulever la difficulté, effectivement, de se fier au discours qui a été intégré à l'intérieur de ces actes-là, qui demeurent quand même relativement libres pour les parties, mais parce que les sujets, parce que les questions, parce que les demandes vont être plus ou moins définies, on va avoir, chez les justiciables, une certaine standardisation de la façon dont on va présenter sa cause. On va, à ce moment-là, laisser de côté certaines informations, mettre en évidence d'autres informations alors qu'on diminue l'importance de certaines autres parce qu'elles ne nous semblent pas répondre aux demandes et ne pas devoir permettre un résultat tel que celui que l'on souhaite. Donc, il y a une mise en récit de l'expérience du justiciable qui se fait à l'intérieur de ces différents documents. Avec la tendance actuelle, en imposant une structure accrue à différents textes, comme les demandes introductives d'instance, mais comme le protocole de l'instance, la chose qui peut advenir, c'est d'amplifier cette situation et donc d'amener le récit à se standardiser également à l'intérieur du formulaire en tant que tel. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas le sujet de la présentation, mais il y a effectivement, quand on regarde, par exemple, ce qui s'appelle maintenant le protocole de l'instance, on va constater qu'il répond à un certain nombre d'exigences qui sont présentes dans le Code, même si le Code ne donne pas un modèle de protocole de l'instance. Par contre, les tribunaux de première instance ont créé ces modèles. Ces modèles sont obligatoires et on doit les remplir tels qu'ils existent sur les différents supports qui permettent de les remplir. Donc, on ne peut pas les modifier,
On ne peut pas modifier l'ordre des questions, le contenu non plus. C'est effectivement un outil d'accélération du processus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a adopté le protocole de l'instance, la rhétorique qui l'accompagnait encourageait la négociation dans le cadre du protocole de l'instance en se rappelant que ce formulaire allait aussi, en fait, on ne l'appelait pas un formulaire parce que c'était plus, disait-on, qu'un formulaire, et que celui-ci allait permettre aux parties, notamment, de s'échanger un certain nombre d'informations, de négocier, et ultimement, si les circonstances s'y prêtaient, d'amener à une résolution amiable du litige. Donc, un document fait pour, en principe, du moins dans son esprit, encourager la communication en même temps que l'efficacité de la gestion à l'intérieur du dossier. En mettant l'accent sur la section gestion, est-on en train, question valable, est-on en train de se positionner pour réduire la possibilité de la personne qui remplit le document de présenter ou d'avoir l'impression elle-même d'être entendue par le tribunal puisqu'elle doit adapter son discours, l'expression de ses besoins ou des faits qu'elle a vécus à un acte qui va être rempli et de la même façon qui va être poursuivi par la suite dans le fonctionnement du dossier. Chose qui est assez intéressante quand on regarde une réalité comme celle-là. Dans les dernières années, depuis l'adoption du nouveau Code de procédure civile, mais même un peu auparavant, avec l'adoption de ce qu'on a appelé la première phase de la réforme de la procédure civile, on peut constater qu'il y a une certaine relativisation, si on veut, face à l'application de certains principes directeurs qui ont été intégrés dans le Code. Le fait de les avoir intégrés a modifié la façon dont on les perçoit, dont ils sont discutés, et la jurisprudence, le discours qui suit, le démontre également. Après 20 ans d'ajout d'un ensemble de principes directeurs au Code, on peut constater que certains d'entre eux vont prendre une place de plus en plus importante au détriment d'autres qui étaient déjà codifiés, d'autres principes qui étaient déjà codifiés. Effectivement, depuis 1867, on avait codifié cette règle audi alteram partem, principe directeur de la contradiction, dans lequel on doit entendre les parties. On commence à voir de plus en plus la montée de la proportionnalité à titre de principe essentiel dans le cadre de la procédure civile et des décisions vont faire allusion au fait que la règle audi alteram partem pourrait être considérée d'une manière avec moins de rigueur, a-t-on dit, en ce qui concerne les questions liées à la gestion dans le cadre d'un dossier. Mais jusqu'où va la gestion? La question peut effectivement se poser. Et on encourage par ailleurs à considérer bien sûr que les principes directeurs sont importants, sont valables, doivent être respectés, mais de la même façon que ces principes-là sont posés dans une certaine aspiration vers un idéal, alors que les objectifs à atteindre au niveau des dossiers, au niveau du système judiciaire, demandent effectivement une approche plus réaliste pour permettre le travail des personnes et la progression des dossiers. Donc, en conclusion, ces formulaires, ces formules, ces modèles qui sont très proches de l'esprit de la procédure civile, qui se multiplient dans les années récentes, qui viennent encadrer de plus en plus ou même définir, redécouper le discours des personnes, qui peuvent amener celles-ci à considérer qu'elles sont moins entendues ou qu'elles sont entendues autrement dans le cadre du système judiciaire, doivent être, au moment où on choisit justement d'aller dans une direction comme celle-là, réfléchis par rapport à
appétence sociale ou judiciaire, si vous voulez, pour les formulaires, pour la gestion d'instances qui permettent bien sûr une amélioration, une rapidité, une efficacité, une simplification du processus que l'on suit, mais qui doit effectivement se balancer aussi avec la perception que l'on a du système judiciaire, que les justiciables ont du système judiciaire, de leur place et de leur développement, de leur expression à l'intérieur de celui-ci. Donc, je vous remercie.